Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une région du cœur souvent un peu taboue, mais pourtant absolument essentielle, le rectum et le canal anal. On va décortiquer ensemble toute son anatomie, de sa structure globale à ses moindres détails, pour vraiment comprendre comment fonctionne cette mécanique de précision. Alors, voici notre programme. On va commencer par une vue d'ensemble pour se situer. Ensuite, on explorera son voisinage, qui est, vous allez voir, assez peuplé. Puis, on s'intéressera à sa structure interne, très spécialisée. Après ça, on suivra le réseau de câbles et de tuyaux qui l'alimentent. Et pour finir, on verra pourquoi tout ça est super important en médecine. Allez, c'est parti! Bon, première étape, les bases. Où se trouve exactement le rectum et surtout, de quelle dimension on parle? Alors, le rectum, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout simplement le terminus du tube digestif. Il arrive juste après le côlon sigmoïde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est fixe. Il ne se balade pas comme le reste de l'intestin et il a la capacité de se contracter. Son rôle principal, c'est une sorte de salle d'attente, un réservoir temporaire pour les matières fécales. Pour se faire une idée de l'échelle, la longueur totale de l'ensemble fait en moyenne 18 cm. Mais attention, cette longueur n'est pas uniforme, elle se divise en deux parties bien distinctes. Et voilà, c'est ça la distinction cruciale. On a d'abord une grande partie de 15 cm, le rectum pelvien, c'est la zone de stockage principale, elle est plus large, on l'appelle l'ampoule rectale, et puis tout en bas, les 3 derniers centimètres forment le canal anal. Lui, c'est un passage beaucoup plus étroit qui mène directement à l'anus. On passe à la deuxième section. Il faut bien comprendre que le rectum n'est pas une île déserte, pas du tout. Il vit dans un quartier très animé du bassin et ses relations avec ses voisins sont absolument fondamentales pour comprendre son fonctionnement. Le péritoine, c'est cette grande membrane qui tapisse l'abdomen. Eh bien, elle vient recouvrir la partie supérieure du rectum. Ça, c'est le segment péritonéal. Juste là où la membrane se replie vers l'avant, elle forme une petite poche qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas. Et tout ce qui se trouve en dessous de ce pli, c'est le segment sous-péritonéal, qui est donc plus profondément enfoui dans le pelvis. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce voisinage n'est pas du tout le même selon le sexe. Chez l'homme, juste devant le rectum, on a du monde. La vessie, la prostate, les vésicules séminales, c'est très proche. Alors que chez la femme, le rectum est collé directement à la paroi arrière du vagin et à l'utérus. C'est une différence anatomique majeure. Et pour finir le tour du propriétaire, à l'arrière, le rectum suit la courbure des os du sacrum et du coccyx. Sur les côtés, il côtoie des éléments vitaux comme les urétères qui transportent l'urine et de gros vaisseaux sanguins. Quant au canal anal, lui, il est bien emmitouflé au milieu des muscles du plancher pelvien. Parfait, on a vu les alentours, maintenant on entre à l'intérieur. Dans cette troisième partie, on va examiner la paroi du rectum, couche par couche, et surtout on va découvrir le système musculaire incroyablement sophistiqué qui assure la continence. La paroi du rectum, c'est un peu un millefeuille, avec 4 couches bien distinctes. Si on va de l'extérieur vers l'intérieur, on trouve d'abord la séreuse, l'enveloppe externe. Puis la musculeuse, c'est la couche de muscles qui fait le boulot. En dessous, la sous-muqueuse, une zone très riche en vaisseaux sanguins, et enfin, tout à l'intérieur, la muqueuse, la doublure qui est en contact direct avec le contenu. Et cette muqueuse, cette doublure intérieure, elle n'est pas lisse du tout, elle forme des plis bien spécifiques qui ont leur importance. Dans la partie haute, le rectum, on trouve les valvules de Houston, qui sont des sortes de replis transversaux. Et plus bas, dans le canal anal, on a les colonnes de Morgani, qui sont des plis verticaux. On arrive maintenant au cœur du système de contrôle, l'appareil sphinctérien. C'est un trio de chocs qui assure la continence. Premièrement, le sphincter interne. C'est un anneau de muscle lisse, on ne le contrôle pas, il fonctionne en pilote automatique. Autour de lui, il y a le sphincter externe. Lui, c'est un muscle strié qu'on contrôle volontairement. Et enfin, la pièce maîtresse, c'est le faisceau puborectal. C'est une sorte de sangle musculaire qui tire le tout vers l'avant, créant un angle, un coude, qui bloque physiquement la sortie. Un système vraiment ingénieux. Quatrième section, la plomberie et le réseau électrique. On va s'intéresser à tout le système d'artères, de veines, de lymphatiques et de nerfs qui permettent au rectum de vivre et de fonctionner. Côté alimentation en sang, le rectum est un véritable carrefour. Regardez un peu ce tableau. On voit qu'il reçoit du sang de 4 artères principales qui viennent de grosses autoroutes vasculaires. C'est une vascularisation très riche et redondante, ce qui est une excellente sécurité en cas de problème sur l'une des voies. Pour le retour du sang, c'est encore plus fascinant. Tout le sang est collecté dans un réseau qu'on appelle le plexus hémorroïdal. Et à partir de là, une partie du sang repart vers le foie via le système porte, tandis que l'autre partie rejoint directement la circulation générale via le système cave. C'est une zone de connexion unique entre deux grands systèmes veineux du corps, ce qui a des conséquences importantes en pathologie. Le drainage lymphatique, lui aussi, suit une double logique.
Au-dessus d'une ligne de démarcation bien précise, la lymphe part vers les ganglions situés en profondeur dans le bassin. En dessous de cette ligne, elle se dirige vers les ganglions de l'aine qui sont plus superficiels. C'est une distinction absolument cruciale, notamment en cancérologie, pour suivre la progression éventuelle d'une maladie. Allez, on arrive à notre dernière section, et c'est peut-être la plus concrète. À quoi ça sert de connaître tout ça ? Eh bien, toute cette anatomie est la clé qui permet aux médecins d'explorer la région et de comprendre ce qui s'y passe. Pour y voir clair, les professionnels de santé disposent de plusieurs outils. Ça commence par le plus simple et le plus direct, le toucher rectal. On a aussi des caméras pour voir l'intérieur, c'est la rectoscopie. Il y a la manométrie pour mesurer les pressions et la force des muscles, et bien sûr l'imagerie de pointe comme l'IRM ou le scanner. Et j'insiste un instant sur le toucher rectal. C'est un examen qui peut paraître basique, mais il est incroyablement riche en informations. Quand on a en tête tous les rapports anatomiques qu'on vient de voir, on comprend qu'avec ce simple geste, on peut évaluer la paroi du rectum, bien sûr, mais aussi sentir la prostate chez l'homme ou le col de l'utérus chez la femme. C'est l'application directe de la connaissance anatomique. Pour conclure, on voit que l'anatomie du rectum est un véritable petit bijou d'ingénierie, où chaque couche, chaque muscle, chaque vaisseau a son importance. Comprendre cette complexité, c'est vraiment la base du diagnostic dans cette région. Ça nous laisse avec une question pour l'avenir. Quelles nouvelles technologies, quelles innovations pourraient nous permettre demain d'explorer cette zone de façon encore plus précise et moins invasive ?